On m'a surnommé Solar, on a dit que ça voulait dire soleil. Or en anglais, soleil, ça se dit sun. Actuellement, c'est le roi Solar qui est présent. L'homme et l'homme que le nomme tout simplement, cela la rame aussi, c'est une claque qui claque, mais je suis doux comme le talc. On a quand même mis le thermostat à 250 avec Rose Combat. C'est dans chacun des morceaux qu'on a fait. Ils ressemblent à personne et ils sont assez hauts. J'écris rythmiquement. Même quand j'écris, je pense qu'il faut que ce soit dit. En fait, je me repose un peu trop. Alors 2024, c'est 7 ans et je crois que c'est la dernière année où je mets autant de temps. La prochaine fois, j'essaierai de bosser un peu plus. Bienvenue Claude MC. Ça va? Ça va bien? Je suis très fier de te recevoir. Oh, bah merci. Vraiment. Très fier. C'est la suite d'un triptyque qui sort. Il y a eu 3 petites parties d'un grand album. Il faut rappeler qu'MC Solar, c'est de plus de 5 millions d'albums vendus avant le streaming. Oui, avant. Important à rappeler. Ouais. Les chiffres de vente, c'est devenu quelque chose maintenant qui fait partie du langage commun dans le rap et dans la musique. Toi, tu n'en as jamais fait l'étalage. Ça n'a jamais été le sujet. Non, ça n'a pas été le sujet. Alors peut-être quand j'ai Parce que ça marchait. Quand j'ai commencé, ça marchait, donc ça n'était pas une préoccupation. Mais ça m'a certainement libéré l'esprit. C'est-à-dire que oui, ça m'a libéré l'esprit. C'est-à-dire que comme c'était pas, comme on appelle ça, une obsession. Et puis c'est quelque chose qui, moi, je suis de la culture groupe, de la culture des possibles, de la culture des crews. Et c'est mettre un élément de concurrence entre les uns et les autres, juste parce qu'il y a des chiffres qui ne sont pas pareils la première semaine. Et ça doit empêcher de penser à la créativité entièrement. Donc, bon, j'ai eu de la chance de ne pas être préoccupé par ça. Tu viens de lever un malentendu. MC Solar, ça n'a jamais été un projet solo. Non. Je regarde... à l'époque où on allait dans les Zulu Party ou dans le mouvement, on venait en lot. Ensuite, quand on a commencé, avant de faire de la musique, on avait un squat à Bagnolet où il y avait tous les coins, plusieurs. Oui, à chaque étape, c'est la chance quand on aime ça. Il y a un tel, il y a un tel, il y a un tel. Bon, en tout cas, dans ma façon de faire, ce n'est jamais de la concurrence, c'est de l'émulation. Prendre de l'autre, lui donner des vibes. Et à l'époque, c'était pour que le mouvement avance. Mais tu étais également un très grand compétiteur. Il y avait cette appétence de venir manger le micro. Oui, mais dans le respect des autres. À chaque fois, j'aime bien. Moi, je sais que souvent, j'ai appris. Quand j'ai traîné avec Big Red, j'ai appris certaines techniques sur les roulements. Après, il y avait un gars qui s'appelait Dark. Alors moi, je lui apprenais des choses, et puis lui, il m'apprenait d'autres choses. Non, j'ai jamais considéré le rap comme une compétition. C'est le seul truc. Hein. Alors, au foot en salle, ou au ping-pong, ou à n'importe quoi, bon, c'est bon, on peut essayer de gagner. Mais dans le rap, chaque langue, chaque style, chaque flow, chaque ville, il ne faut pas que ce soit des compétitions, il faut que ce soit des traits de couleur artistiques. Non, dans tous les endroits, je me sens bien. Je me sentais bien à Vitry, je me sentais bien à Roissy-en-Brie, je me sentais bien avec Assassin, je me sentais bien avec New Generation MC, je me sens bien avec Big Flo, je me sens bien avec Kalash Criminel, je me sens bien avec Orelsan, parce que je regarde toujours ce qu'ils font. Et même si je fais un featuring, on essaye toujours d'équilibrer qu'il y ait un échange, une vibe qui circule. Moi, je me sens bien quand MC Solar est dans Click. C'est un honneur de parler avec toi. Tu sors le 6 décembre le dernier volet d'un triptyque, Balade Astrale, premier extrait. Le cœur d'abord, ça sera disponible le 29 novembre. Tu seras à l'Olympia 12, 13, 14, 15 décembre prochain, en tournée dans toute la France. Cette année, déjà 2 albums dans le triptyque, Lueur Céleste, Éclat Cosmique. Il y a quelque chose d'assez dingue, c'est que quand on prend toute l'œuvre de Claude MC Solar, Claude Mbarali, ça fait corps et ça fait sens. C'est-à-dire que ce triptyque pourrait être ajouté aux 3 autres précédents albums qui peuvent être ajoutés aux 3 autres précédents albums. Et en fait, je voulais savoir, elle venait d'où cette cohérence?
Alors, je crois que quand j'ai été à l'éducation nationale, j'ai dû avoir des idées fortes et profondes qui ont été ancrées en moi, c'est-à-dire, bon, aller faire en sorte que les choses soient positives, se mettre dans la peau de l'autre. Et donc, chaque fois que j'écris, j'essaie de faire passer un message. Et le message, c'est tenter d'être équilibré, regarder l'autre, soyez pas trop agressif avec la jeune féminine, mais défendons notre genre de musique, c'est une culture qui existe. Et c'est cette espèce de mix qui est un peu ma philosophie, ma déontologie, ce que j'ai dans mon crâne, qui avance tout le temps. Il y a des morceaux qui se répondent sur 20 ans d'écart ou sur 10 ans d'écart. En fait, c'est constitutif de ce que je suis. Il y avait aussi l'affirmation du rap français. Ah ouais. C'est-à-dire que on peut trouver plein de comparaisons entre des rappeurs français et des Américains. MC Solar, on le comparait à Gainsbourg, même si pour moi ça n'avait rien à voir. Mais aujourd'hui, quand on réécoute, on peut le comparer qu'à MC Solar. Et à l'époque, dans le rap, il y avait cette envie d'être singulier. Ouais. Mais même dans le rap américain, le Wu-Tang, c'était pas LL Cool J. Exact, oui, oui. Et là, c'est très fort d'avoir été sur le même plan que les MC américains, de genre, je vais faire mon truc, je vais parler de mes choses. Oui, c'est vrai. Avant, quand chaque groupe cherchait à avoir son identité, alors moi, je l'ai trouvé, une voix là comme ça qui ressemble un peu à du slam. De temps en temps, je lâche. Des choses un petit peu rigolotes et marrantes. C'est parce que quand j'ai commencé, la lettre, elle était importante parce qu'on stigmatisait notre mouvement. On n'avait que quelque chose qu'on voyait à la télévision. Et puis on a oublié les artistes qui prenaient un stylo, qui essayaient de développer un style, cherchaient des samples stylés. Et donc, moi, mon premier travail, c'était de dire que ça existe, c'est une vraie culture. Et donc, j'ai commencé à bien écrire avec ce que j'ai pu apprendre à l'école ou avec les gens en marchant dans les rues ou dans les centres systèmes. Et puis, c'est devenu mon fonctionnement parce que j'ai appris à écrire. Et puis, depuis, j'écris comme ça. Et puis, il y avait un malentendu, c'était d'opposer Solar aux autres rappeurs. Oh, ça c'était marrant parce que des fois, des gens ils disaient j'aime bien Claude, alors que la veille, j'étais avec Démocrate D ou les Sages Poètes de la rue ou Stomy. Mais c'était ce que nous disait Gaël Faye, c'était souvent le racisme commence par cette phrase « toi, t'es pas comme les autres ». Ouais. Mais peut-être que j'avais un peu d'avance. Je parle de licence. On avance là-dessus, ouais. Ouais, c'est de l'avance dans le combat, quoi, le stratégique et tactique. Ouais. Et pour moi, qu'il y ait des têtes, que des gens s'embrouillent, etc., ça faisait que avancer quelque chose. Mais il faut cultiver sa différence. Quand je regarde des fois, en arrière, je vois que, je sais pas, Orelsan, on le voit comme ça, Youssoupha, il est comme ça, un tel est comme ça, le 113 est comme ça. C'est parce qu'ils ont su ne pas être ce qu'ils voyaient à la télé et faire un patchwork de tout. Vive la différence, qui va rimer avec vive l'indifférence. Ou bien, comme disait Agnès B sur les t-shirts, elle disait résistance, existence. Moi, je dirais différence, existence. Il faut faire des translations centrales entre deux mots pour savoir où est-ce qu'on est. Comment t'as fait pour être l'ancêtre et pas l'ancien et être toujours actuel? Parce que dans le rap, bien sûr, il y a des anciens, il y a des ancêtres, il y a des gens du paléolithique. Mais comme on est dans un art, quand on mature, pour pas dire quand on vieillit, on devient des vétérans. Parce que c'est la guerre quand même, le rap. Chaque semaine, il y a nouvelle quelque chose. On a toujours des flots offensifs d'attaque, on fait de l'ego trip. On a des ennemis réels ou potentiels, mais en tout cas qui nous servent à écrire. Et moi, quand je vois un rappeur âgé ou quelqu'un que j'ai écouté plus tôt, il en reste de moins en moins, j'appelle ça un vétéran. C'est mon mentor qui m'a dit ça un jour dans un morceau. Il s'appelle Big Daddy Kane, c'est un rappeur que j'adore. Et puis, à un moment donné, c'est pas un retraité, c'est un vétéran. Donc, le vétéran est actif. N'oubliez jamais John Rambo. Il vient de loin, mais il a toujours de la gouache. Et le rappeur, il peut toujours renaître avec un bon truc. Mais la phrase de John Rambo, c'est pas ma guerre. Et on a l'impression que c'est la phrase que MC Solar a toujours dit. C'est pas ma guerre. Oui, c'est des rebonds d'Akhenaton. Il y avait un rappeur, très tôt, j'ai aimé cet homme. Et il avait dit, c'est pas de la compétition, c'est de l'émulation. Oh, ça pousse tout le monde.
c'est que, bon, en fait, j'aime bien le rap, j'aime bien la chanson française, j'aime bien le football, j'aime bien le baby-foot. Mais j'aime trop le rap pour mettre un caillou quelque part, parce que chaque fois qu'il avance, génération d'aujourd'hui, 17-25 ans, des nouveaux, ou toute la période ancienne, des gens qui venaient de province, de KDD à la FF, on trouve toujours des trucs bien. Et donc, moi, mon travail, c'est de souffler pour que tous les bateaux avancent, même s'ils n'ont pas de cohérence entre celui-là et celui-là. Ayam avait théorisé ce qu'ils appelaient à l'époque le hold-up mental, c'est-à-dire notre culture, on va réussir à la faire pénétrer dans les esprits et à les conquérir. Et aujourd'hui, quand on voit que le hip-hop, c'est partout, c'est dans la mode, dans le luxe, dans la télévision, dans le cinéma, dans les films, dans les jeux vidéo. On ne peut pas passer sans quelque chose de hip-hop une fois par jour dans notre journée. Ouais. Est-ce que c'est réussi ? Ouais, c'est une réussite. Hein. Ils ont théorisé plein de morceaux où ils disaient que ça vient de la rue. Mais oui, c'est réussi. Et puis c'est même plus le hip-hop. Hein. Ça leur appartient. Non, c'est vraiment une réussite. Hein. En France, en Espagne, en Italie, en Allemagne, aux États-Unis, on n'en parle pas. Alors c'est pas une guerre contre le reggae, contre le rock. Mais c'est tellement riche. Il y a des gens qui font du pop art, ils mettent les marques qui sont présentes depuis le début du hip-hop. Il y a de l'action. C'est pas que de la chanson, c'est en 3D, quoi. Il y a de l'action, quoi. Il y a des rappeurs qui vont te mettre de la violence, d'autres de l'amour, d'autres des histoires que tu connais pas, d'autres de l'ego trip exceptionnel. T'es pas dans une chanson normale. Et c'est peut-être ça qui fait que toutes les générations, depuis à peu près 30 ans, sont imprégnées de ça. Sont imprégnées, ouais. C'est pas des OGM, hein, c'est des choses bien, quoi. On prend quelqu'un qui a... Il en a en lui. 2024, après Jésus-Christ, Claude Solar est toujours là. Il danse. Personne ne demande ce qu'il fait là. Ici on se fout et vous êtes là. Avec Becky, il devient gymnaste. Il gère l'espace, il est trop classe quand il danse. Il danse. Il danse. Elle danse. C'est quoi la différence entre ce mec-là et ce mec-là en 1991? Je continue mon trajet, j'arrive sur le boulevard Barbès. Quand je vois un de mes amis qui venait de Marrakech, il me dit Arwa, Arwa, je t'achète tes rap en dinars. J'ai dit non, je veux des dollars car on m'appelle Solar. Il m'a fait bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. La différence entre les deux, je crois qu'il n'y en a pas. Hein. Le bouge de là, c'était que des histoires d'exclusion. Quelqu'un qui fait un voyage, il va de là à là, il fait toutes les stations de métro de Paris ou de train ou de machin, et puis il y a toujours une situation où il y a un regard sur lui, et où je bouge, où il bouge. Et puis dans Il danse, c'est la même chose. Hein. C'est regarder deux personnes qui ont un souci. Alors des fois, je défends la veuve et l'orphelin, et c'est vraiment quelque chose que je prends pas à la légère. Je trouve que c'est important. Et je crois que c'est le même message qui passe dans les deux. Moi, c'était le premier concert que j'ai vu de ma vie. 1991, Noisy-le-Sec. Fête de la musique dans un stade. Ouais. MC Solar, première partie, IDLJ avec DJ Mehdi au platine. Moment incroyable. Ah ouais, je me rappelle... Tu te rappelles de ce moment-là, de ce concert? Noisy-le-Sec, c'était les premières choses. C'était... oui, c'est un cheminement normal. Hein. On a fait... on n'est pas des grandes stars, on aime bien ce qu'on fait, on laisse des empreintes dans notre entourage ou chez des gens. Mais c'est un cheminement qui a été extrêmement normal, hein, tout ça. IDLJ, DJ Mehdi... très très fort. Tu vois, on a croisé des gens vraiment très très forts. C'est ça l'amour. Il n'y a pas eu de compétition. 9-4, c'est le Barça. Ouais, mais les Sons aussi, tu vois. Comme dirait Ademo Valdir Kerry. 1994, nulle part ailleurs, nouveau western. Le vent souffle en Arizona, un état d'Amérique dans lequel Arizona, cowboy dance, bang bang du flingue, de l'arme du cheval et de quoi faire la bringue, poursuivi par Smith et Wesson.
Colt, Derringer, Winchester et Remington. Il erre dans les plaines, fier, solitaire. Oh là là, Son Snoop cheval Dogg. et son partenaire. Parfois, il rencontre des Indiens, mais la ruée vers l'or est son seul Cette dessin. façon. S'appuie sur un cours que l'on connaît par cœur. Oh là. La rivière se retourne, Oh là là, le mec. tandis que John Wayne, éduqué à la Lucky Luke, propre comme un archiduc, que ça me tue. Ouais, j'imitais MC8 et Snoop. Hein. Je me dis, ouais, faut être posé. C'était le Snoop de la rondelle du CD. Oh là là, c'est beau, hein, j'adore. Pourquoi qu'est-ce qui te fait marrer comme ça Ce quand qui tu me te fait revois? rire, c'est que moi, à cette époque-là, il y avait des rappeurs que j'aimais bien. Il devait y avoir Snoop Dogg. Il y avait un gars à Los Angeles qui s'appelait MC8 de Compton Most Wanted. Et alors, je bouge comme ça, sans regarder la caméra directement, parce que quand je les voyais, ils avaient l'air nonchalants, de penser à autre chose. Et ça a été pas une marque de fabrique, mais ce jour-là, je crois que j'étais là-dedans. En plus, j'avais trouvé dans le 18e un truc blanc à mettre sur la tête, trop stylé, de la neige, je sais pas. Dans cette période-là, quand j'avais ce bonnet blanc, qu'est-ce que je m'aimais bien. Ouais. Tu te prenais au sérieux? Là, Ouais. non, j'ai toujours un second degré. Ouais. C'est-à-dire que je fais juste ça, comme s'il y avait un écran, et je suis derrière, quand même, parce que ça me permet de relativiser. Et même s'il y a des choses qui m'offusquent, ça me permet quand même de relativiser. Aller d'écrire ce qu'on a envie d'écrire, de dire ce qu'on a envie de dire, et en te disant, bon, tu le fais pas, ou bien ne te prends pas trop au sérieux. Ça te permet de toujours prendre du recul. Le texte de Nouveau Western, j'aimerais que tu me racontes comment il est né, comment les mots sont sortis de ta tête. Le Nouveau Western, à l'époque, je lisais beaucoup. Hein. J'ai dû lire un truc sur les séries B. Je rencontre Hubert qui m'amène une musique. Il y a des choses sur les séries B, donc je sais pas, j'ai le vocabulaire du western qui reste dans ma tête. Il y a tous ceux que j'ai vus avec Eddie Mitchell, la dernière séance. D'ailleurs, c'était à Noisy-le-Sec, Au Trianon. dans un cinéma, parce que ouais, j'ai fait beaucoup de choses à Noisy-le-Sec avant de faire de la musique. C'est les mots du western, donc ça part. Et puis à un moment donné, il y a un article dans un journal qui parle de l'exception culturelle française, faire en sorte qu'il puisse y avoir des productions françaises partout, que je lis comme ça, parce que moi j'aimais bien lire les journaux pour savoir dans quel endroit nous sommes. Et alors là, le troisième couplet, c'est ça, c'est l'exception culturelle française pour sauver le cinéma. Les States sont une sorte de multinationale qui exporte le western et son modèle féodal. Et donc j'ai raconté un peu... c'est un puzzle, mais avec des éléments concrets. Et puis, figure imposée, rester du début à la fin sur le thème du western. La prison, c'est Fresnes. Alors, bon, il y a quand même des choses qui sont légères, mais des gens ont rigolé, c'est-à-dire ils scalpent la mousse, bois. C'est une figure imposée, je ne sors pas de mon thème. Ça a été fait très vite quand même. La veille pour le lendemain, plus une quatrième partie, parce qu'Hubert déstructure tout. Ben, pas déstructure tout. On n'avait jamais fait d'album de rap, donc on la faisait comme on voulait. Voilà, ça c'est pour l'écriture. Mais sinon, je commence à écrire sur quelque chose, ce que j'ai dans la tête ce jour-là. Puis Hubert dit stop. Hubert Blanc-Francard, compositeur, arrangeur, homme de chœur. Moitié de Cassius. Moitié de Cassius. Et il revient le lendemain avec encore mieux. Ça parle de western, sample de Gainsbourg, ce que j'ai écrit la veille. Il n'y avait pas le sample de Gainsbourg quand tu avais écrit? Ben non, c'était un morceau d'Hubert, mais en voyant les paroles, à force, il y a Arizona, machin, dans sa tête, ça doit monter. Non, je sais pas comment fonctionne son cerveau, mais il a dit, on n'enregistre pas aujourd'hui, on enregistrera demain ou après-demain. Et cette fois, c'était sur un truc qui était en cohésion totale. J'étais super à l'aise sur les vibrations. Et puis, il y a... ça surmatchait. C'est-à-dire que quelqu'un arrive avec une feuille, la personne au moins s'intéresse à la chose, et bim, met quelque chose qui correspond. On est sorti du studio, et il disait, est-ce que c'est quelqu'un qui est prophétique ou qui anticipe? Moi, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, il y aura boom bass, Gainsbourg, dans l'ordre, Gainsbourg, Solar, boom bass, Cassius, quoi, l'équipe. Et c'était juste voir ça dans un white label, parce que c'est un fan aussi de Gainsbourg. La façon de faire sonner les mots, de faire sonner le français, ça a été révolutionné
par les rappeurs français. Mhm. Toi, à ton époque, on te disait, ça ne sonne pas. Ouais. Pourquoi ça sonne pas? Je sais pas. Il y avait une époque où pour être rappeur, il fallait crier. Ouais. Nous, on avait écouté des gens un peu Dizzy Age et puis Hubert, Jimmy J, on était plutôt jazz. Et donc, quand on a des sons jazz, bon, on a tendance à suivre certaines mélodies, à être posé, à avoir une voix ronde. Mais si on avait fait des choses... New York, on a fait. Je crois que, en tout cas pour mon identité, souvent, ma voix, elle passait mieux sur du jazz. Alors, je sais pas si ça sonnait ou ça sonnait pas, mais il y avait quelque chose, c'est que on pouvait faire du swing. Il y a quelqu'un qui avait genre 20 ou 30 ans de plus que moi. Franchement, j'avais 20, je le prenais pour un vieux parce qu'il avait 45, tu vois. Tu vois comment ça change. Hein. Et il m'avait parlé qu'il y avait du swing à la française qui a été fait avec Charles Trenet, avec Aznavour, avec Henri Salvador. Et donc, qu'ils ont... Bobby Lapointe. Et donc c'est possible. OK. Alors, le turnstile, c'est des assonances. Génial, ça existe en français. Moi, j'ai pris tout l'arsenal. De temps en temps, il y a des accélérations. De temps en temps, il y a du raga. De temps en temps, il y a du truc. Selon ce que tu racontes, tu peux faire varier les flows. Et à cette époque-là, c'est quoi ton flow? C'est quoi ton flow? Ouais, moi, j'ai celui-là, moi, j'ai celui-là. J'ai gardé cette habitude de faire évoluer dans un, comme on disait à Nanterre à l'époque, un 16, de le faire évoluer. Il faut qu'il y ait du mouvement à l'intérieur. Quelqu'un qui a été très reconnaissant de l'apport de MC Solar dans la musique, c'est Gazo, pour qui la mélodie, c'est très important. Tu as repris un morceau de Gazo, on l'a fait écouter à Gazo, voici sa réaction. Oula, qu'est-ce que ça fait de voir Claude MC Solar reprendre? C'est gros, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Tu vois ce que je veux dire, c'est des gens qu'on a vus avant d'arriver dans le rap game. Et même moi, je crois, si je dis pas n'importe quoi, il était venu à un de mes concerts. Et franchement, grand respect, j'ai pas eu l'occasion de le croiser. Ça veut dire, du coup, quand j'ai vu cette vidéo-là, j'étais vraiment surpris, tu vois. Et ça veut dire, j'ai repartagé directement plus que des bons retours. Les gens étaient comme des ouf, en mode wesh. Comment il reprend ça, tout ça, dinguerie, tout ça. Non, c'est un vrai son. Non, ça fait plaisir. Et tu vois, même moi, psychologiquement, ça me montre que je suis pas fou. Tu vois ce que je veux dire? Psychologiquement, ça me montre que je suis pas un fou d'être repris par MC Solar. Ah ouais, mais ce qu'il fait là, en tout cas des gens de ma génération, on adore. Parce que c'est des choses qu'on a, je sais pas, c'est des sons qui étaient bruts, qui étaient un peu comme... Moi, je parle des drills qu'il a fait. Et alors, quand j'ai repris, je me suis rendu compte que c'est pas juste des opposants, des couteaux, London Style et tout. Moi, je l'adore, Die, la chanson, comment elle est écrite, les mélodies, le traitement des waves, le traitement des voix. Là, j'ai voulu faire le style et tout, le traitement des voix. Je crois que... oh là là, je l'ai chanté un jour dans un concert. Et là, ce qu'il ne sait pas, c'est que... Mais punaise, il a imprégné la société. Parce que moi, bon, je chante une chanson, 2, 3, 4, et on commence quelques notes de... Et là, tu vois tous les gens qui chantent. Et moi aussi, je me suis dit, mais punaise, ils ont compris. C'est-à-dire que quand les choses sont bien faites, c'est pas le genre, c'est pas le machin, c'est quand une chanson est bien faite, elle a touché tout le monde. Est-ce qu'il y a des rimes à toi dont tu es extrêmement fier? Alors, une qui est vraiment simple. Le vent souffle en Arizona, un état d'Amérique dans lequel Arizona. Putain, je me suis dit, c'est beau. Pourtant, c'est une sorte de rime riche. Mais ça m'a donné tout le thème. Ensuite, ça a enchaîné des mots. Ouais, non, je sais pas laquelle je suis. Oh, j'aimais bien avant. Je suis plus classe que tous les. J'ai plus de classe que tous les collèges de France. Ça, j'aimais bien à un moment donné. C'est un ego trip Danny Danesque un peu celui-là. Non, tiens, un jour, je vais peut-être demander à une intelligence artificielle de classer les choses qu'ils aiment bien. Tu te souviens encore de pas mal de tes paroles ou pas? Ou c'est galère? Si là, je te pose des questions... 97%. Ouais. Si, par exemple, on parle de Himalaya, et que je te dis au début, je veux que sur tous les fuseaux, les gars fassent des pogos locaux,
cuistot, je découpe en biseau à loco dans la soupe miso. Je suis l'homme que l'on appelle un homme, tout simplement le MC dynamique qui lévite sur le beat et qui kick sans limite des rafales de flow tout en automatique. Pas un adepte des crues d'alambic, au stylobique, j'ai le style électrique, etc. Victime de la mode, si je te dis, mais elle persévère et pour plaire à son homme, Dominique a décidé de suivre la norme. Elle emmagasine des magazines dans lesquels elle pense trouver le recours ultime. Mazo, à l'assaut de ses formes rondelettes, elle était occupée à couper du PQ car on lui piquait les fesses, une victime de la mode. Tel est son nom de code. Là, je vais parler de mon couplet préféré. C'est dans le morceau Zigzag de Lésé. Ah, je chante pas souvent. Alors, si je dis Zigzag de Lésé sur les Champs-Élysées. Zigzag de Lésé sur les Champs-Élysées, avec Aziz et Lisa, la crise en a frisé. Quelques azous se font des bisous, tandis qu'Aziz et Lisa se font des baisers dans le cou. Je fais la bise à Lisa, serre la main à Ziza, retourne à la base où m'attendent d'autres bisous. Oui, et puis il y a une suite. Ah, voilà, quand je disais 97%. Eh ben, on dédicacera le bisou à Jean-François Bizot. Oh, il y a aussi la bise à Bizot dans un autre zigzag de Lésé. Il y a aussi le zigzag de Lésé, Balèze et le Zazou, bise à Mélaz, Miss, capte-moi ce bisou. Les misos schizos sont fouettés tels des œufs. Zut, je stop, botte, tes calopes, c'est bouseux. Il y a le zigzag de Lésé avec Missy Elliott. Il y a les zigzags de Lésé. En fait, souvent, je faisais des zigzags de Lésé quand je faisais des feats ou des trucs dans des studios. Bah, disons-le, quand tu voulais mettre une pression. C'était ton petit... Oui, je la mettais à moi, souvent. Un petit zigzag de Lésé, et puis c'était parti. Oui, j'en ai plein de zigzags. Mais ça, c'est du Gainsbourg, la javanaise, des mots qui se ressemblent. Alors, j'en ai fait un, et puis j'en ai fait d'autres. Est-ce que, pour le kiff, si je te dis, il rentre dans le bar, commande un Indien, scalpe la mousse, boit, repose le verre sur le zin, une 2 chevaux se parquent, sous des types se baignent pour des motifs futiles, comme dans le nouveau western, la vie quotidienne, la vie d'aujourd'hui. C'est quoi le texte dont on te parle le plus? Puisque tu as forcément des textes qui ont accompagné des gens, dans des moments tristes, dans des moments heureux. Tu as accompagné la vie des Français depuis plus de 30 ans. Ouais. Moment triste, souvent, La Belle et le Bad Boy, je sais pas, c'est un morceau que j'ai fait, La Belle et la Bête, La Belle et le Bad Boy. Et il y a souvent des filles qui ont vécu ça, quelque part, plutôt, Bron, Vénissieux, Marseille, et certainement dans d'autres trucs. Ça, c'est un truc qui est réel. Il y a La vie est belle, mais là, c'est selon l'état du monde. On me dit, oh, c'est peut-être le moment. Il y avait des choses qui ont été dites dans cette chanson-là. Dans ce qui a accompagné des gens transgénérationnels à cause des mots et du jeu de mots, As, Trèfle, Pique, Cœur, Carreau, c'est Caroline. Elle a existé, Caroline, ou pas? Oui, visuellement, oui, elle a existé. C'est une histoire qui raconte pas une personne en particulier, mais quand je l'ai écrite, je pensais à quelqu'un. Qui s'appelle pas Caroline, mais l'histoire de Caroline quand même. Donc voilà, tu penses à quelqu'un, donc tu commences, j'étais cool, machin. Et puis après, ça tournait toujours dans la tête. Donc il a été fait entre Orsay, un petit bout rue du Docteur Calmette à Créteil, ça tourne encore dans ta tête, un petit bout à Antony, à la résidence universitaire Jean Zay. Ça veut dire qu'en fait, j'aimais bien le rap quand même, ça tournait avant même que je le... Un petit bout dans le 13e à Tolbiac, puis après, je sais pas, ça tournait... Mais ça se faisait pas de parler de rupture dans le rap. Ouais, il y a eu des chansons d'amour. Ouais. Il y avait LL Cool J. C'est pas une rupture, c'est vrai, c'est un gros ego trip. Ben là, ouais, je pense que c'est la science qui vient d'en haut. Hein. Je sais pas d'où c'est venu, mais ouais, c'est la science. Qu'est-ce qui t'a donné envie de relancer la machine? Alors, parce que je sais que tu n'as jamais arrêté d'écrire. Alors là, c'est d'être... j'ai fait un New Big Bang projet avec des trompettistes, avec des choristes, avec toute une équipe, Bambi. Et punaise, mais c'est bien la musique. Je le dis honnêtement. Hein. Je dis, mais qu'est-ce que c'est bien la musique? Il y avait peut-être eu une maturation. On chantait des choses qu'on chantait auparavant et on dirait qu'on avait mis de la levure boulangère et que on s'est mis à chanter...
puis des gens qui commençaient à reprendre. Alors c'est peut-être tous les jeunes rappeurs qui ont cette habitude de faire des 50-50, où les gens chantent quand il y a des concerts de rap. Je me suis dit, mais attends, c'est la première fois que les gens chantent. Je ne savais même pas qu'ils les connaissaient, je croyais qu'ils venaient nous voir. Et je te jure, depuis 2 ans, je me dis, punaise, c'est bien la musique, ça m'a fait des challenges. À la fin de ton introduction, je disais que je vais bosser en 2024, et je te jure, chaque fois que je prenais du plaisir là, j'allais dans un studio. Je crois qu'aujourd'hui, je me suis rendu compte pourquoi les gens ils faisaient de la musique comme les Rolling Stones. C'est parce que c'est bien, tout bêtement. Et là, je me rends compte depuis 2023 qu'il y avait cette chose en plus, c'est que c'est pas que la performance, c'est que c'est super cool. Rolling Stone, légende du rock, Solar, légende du rap. On va accueillir une légende du hip-hop français, c'est Solo, du groupe Assassin, qui sort le livre que vous devez absolument lire si vous aimez cette culture. Le rap français est en bonne santé dans le main doué de cette bande Assassin. La vie, déjà, c'est sauvage. Alors le rap, c'est quelque chose de sauvage, qui reste vrai dans sa vérité, qui reste aussi sauvage. Assassin numéro 1, aujourd'hui comme demain. Faire un rap en français, quand même, c'est balèze. Il y a tout eu de faire en français, mais pas de rap. Je rappe avec Squat One et mon nom est Solo. Assassin, Squat ne me laisse pas sur ma faim. Solo, légende du hip-hop français, on va vous raconter son histoire, elle est incroyable. Tu publies cette autobiographie qui s'appelle Note mon nom sur ta liste aux éditions Massot. On va revenir sur les moments clés de ta vie que tu racontes dans ce livre. Solo, membre fondateur du groupe Assassin, également un des premiers b-boys en France qu'on a pu découvrir très jeune dans l'émission HIP HOP. Que dire de Solo, Solar? Que dire de Solo alors là, c'est une de mes légendes, hein, tu vois. On sort de Villeneuve-Saint-Georges, il y a le groupe Assassin qui joue, Solo et Squat. Et je sais pas, je vous ai vu plein de fois, tu sais, comme un b-boy qui va... Alors le style, je pense que toute personne qui a écouté du rap français des débuts jusqu'à aujourd'hui a Solo dans la tête. Je peux pas raconter, c'est trop. Ouais, c'est trop. Mais, à tel endroit, j'étais là, 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 à voir. Parce que vous avez un truc, on voit dans les images du style, de la sagesse. Toi, du style, de la sagesse. Bref, je te l'ai déjà dit, c'est pour ça que je peux pas le dire. Et ce qui est incroyable, c'est... T'as quel âge aujourd'hui, Solo? 58. Est-ce que tu peux nous expliquer ton activité aujourd'hui, avant qu'on retrace le parcours? Tu es champion. Ouais. Champion de quoi? Est-ce que c'est quoi? Champion de jiu-jitsu brésilien. Triple champion du monde et quadruple champion d'Europe de jiu-jitsu brésilien. Ok, avant d'être triple champion du monde de jiu-jitsu brésilien, tu étais un des premiers b-boys français. C'est quoi un b-boy? Pour ceux qui ne connaissent pas. Parce que maintenant, il y a des générations qui ne savent pas ce que c'est qu'un b-boy, donc il faut leur expliquer. Et quoi de mieux que le premier b-boy français pour l'expliquer? Je dirais c'est l'amoureux fou de la culture hip-hop et de la street culture made in New York City des années 80. Le b-boy parfait, c'est le breaker boy, donc celui qui officie sur les breaks des morceaux et qui utilise soit la danse de combat ou soit ce qu'on appelle ou ce qu'on a nommé effectivement le breaking. Cette danse spécifique au moment du morceau. Comment est-ce que tu as découvert cette culture? À la télé, Alain Manval dans Mégahertz, la retransmission du concert mythique qui a eu lieu, il y en a même eu, je crois, plusieurs, à Pantin et au Bataclan, 1982, le New York City Rap Tour. Sur Europe 1 Oui. Le show sponsorisé par, effectivement, Europe 1. On a retrouvé une archive avec Vincent Cassel, Joe Star et Rockin' Squat. Ça date de 88. Si c'est la première fois que tu me vois, souviens-toi de son nom, MC Squat K. Non, oui, j'ai dit non. Non, Squat K n'est pas un Renoir. Il n'est donc pas comme moi, mais il a la foi. Quand il commence à rapper, tu te sens emporté. Donc ce n'est même pas la peine de résister. All right. Il faut nous expliquer.
Mais je crois qu'il y a rien à expliquer. Là, c'était juste une histoire de vibe, des copains entre eux. Et à l'époque, effectivement, on faisait feu de tout bois pour faire de la musique ou en tout cas s'amuser, se vanner. Et c'est un de ces moments-là où on décide de se faire un petit rap improvisé avec Vincent qui fait de la beatbox, human beatbox. Toi, t'es un des premiers Français à faire des allers-retours à New York. Tu dansais, tu te retrouves là-bas. En soirée, tu rencontres Vincent Cassel. Il vient de parler, tu le calcules pas trop. Vous vous revoyez à Paris, dans une boîte de nuit connue à l'époque qui s'appelait Les Bains Douches. Vous commencez à devenir copains. Et ça se passe pas très bien chez toi. Tu te fais jeter par ta mère. T'habitais à Antony à l'époque. Et tu squattes chez Vincent et tu dis « c'est moi qui aurais dû m'appeler squat » dans le livre. Mais carrément. Parce que s'il m'avait pas hébergé, je pense que j'aurais été un peu à la rue pendant quelques temps. Et en fait, notre amitié vraiment se scelle de cette manière-là aussi. Le fait que lui, pour moi, d'une manière assez inattendue, demande à son père, en fait, s'il peut m'héberger. Et que son père accepte, c'est encore plus incroyable pour moi, quoi. Genre vraiment le truc où je me disais que des gens comme ces gens-là acceptent quelqu'un comme moi sans se poser de questions. Et puis surtout, vraiment, le côté super avenant et compréhensif. Et là, tu rencontres son frère. Quelques temps après, oui, effectivement. Avec qui vous montez le groupe mythique Assassin. Ouais. Comment c'est venu ce nom, Assassin? Une illumination. Ouais. Un jour, je suis là en train de marcher dans la rue Amelot, avec le camarade Joey Star, qui ne s'appelait pas encore vraiment Joey Star. Il s'appelait comment? C'était encore Joe. Ouais. Joey Joe. Et on revenait de chez notre ami commun, Laurence Twitou. Ouais. Et puis, j'ai une illumination et je me dis, en fait, c'est comme ça qu'il faut qu'on s'appelle, quoi. Le truc vraiment qui arrache tout et qui... ouais, c'est assassin, quoi. Ouais, c'est un truc assassin. Et je lui dis à lui, comme ça, et lui, il comprend pas, quoi. Il me regarde, il me fait, mais n'importe quoi, ton truc, là. Quoi? À quoi? Ah, ok, d'accord. Et c'est devenu l'un des logos les plus connus de l'histoire du hip-hop mondial, en fait, ce logo. Alors, mondial, moi, je le vois pas. On le voit partout dans le monde. Partout où tu vas, il y a toujours un t-shirt Assassin. On peut remercier Colt pour ça, qui nous a designé ce logo. On a eu maintes essais avant de trouver le bon. Le nom, je l'ai trouvé en une fois. Mais après, le temps de trouver le bon design pour le logo et ainsi de suite, on a mis quelques temps quand même. Tu continues les allers-retours Paris-New York. Tu fréquentes toujours Vincent Cassel. Vous sortez ensemble. Dans les soirées, des fois, il y a des battles. Et un jour, il y a une embrouille avec un groupe de latinos. Et vous vous embrouillez avec un mec qui dansait à l'époque. On a retrouvé une archive de lui qui dansait à l'époque. Regardez. On va demander si Solar reconnaît ce mec ou pas. Oh, j'ai pas vu. Tu l'as pas reconnu? Oui, mais alors... C'était qui? Vin Diesel. Ouais. Non. Si. La vie est belle. Vin Diesel. Raconte-nous l'histoire. Bon, encore une dinguerie où on se retrouve, on est à la Danceteria, un club mythique du downtown new-yorkais, je crois, 24e rue, quelque chose comme ça. Et on est dans ce club, on y arrive après avoir passé une super soirée, ainsi de suite. Et dès qu'on arrive dans le club, on se sépare. Je sais plus où est Vincent et à un moment, au courant de la soirée, je vois Vincent qui débarque un peu en panique, mais genre en mode « Non, mais viens, j'ai besoin de toi. Là, il y a des mecs qui sont venus, ils m'ont battle et tout ça. » Et bien évidemment, à cette époque-là, je dansais, mais j'étais au summum de ma danse. Je dis bon, allons voir, quoi. Et on tombe sur Vin Diesel, qui était personne bien évidemment à l'époque. Et là, je les fume. Et vraiment, quand je les fume, c'est vraiment...
Je traînais un peu à l'époque avec Mr. Freeze, Mr. Wiggles, enfin, ces gens qui étaient tellement hauts dans la danse, voilà, les légendes, que je m'en inspirais, mais à fond. Et tu dis que là-bas, même gagner une battle de danse face à des mecs comme ça, c'était prendre un risque. Ben, on ne sait jamais sur qui on tombe. Et ça peut très vite dégénérer à la parlotte, pas vraiment de manière cool, et en fait, très vite se terminer en « vas-y, viens, on se retrouve dehors !» Mais bon, dans ce club-là, il y avait quand même peu de chances que ça parte super en sucette. Mais j'étais assez remonté. Dans ce livre, il y a un moment où tu parles de MC Solar, tu dis « Solar, c'est le banlieusard idéal ». Ben, franchement, à bien y regarder, ouais. Le gars, il fait pas de bruit, c'est pas un relou. On a eu de la chance d'être représenté par Solar, en vrai. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. Enfin, ça nous a donné beaucoup d'inspiration quand on était jeunes. Ben alors, il faut quand même reconnaître... Vous, c'était pas forcément les mecs les plus d'accord. Je le dis. Voilà, c'est ça, c'est que... Mais moi, de ma génération, on aimait les deux. Alors, il y avait un tel truc... lui, il en parle du côté émulation, mais il faut quand même reconnaître que pour nous, ça restait la compétition avant tout. Et donc, il faut le reconnaître aussi, c'était l'homme à abattre. Parce que c'était numéro 1. C'était celui qui plaisait à tout le monde. C'était même plus une histoire de numéro 1 ou de placement, c'était celui qui plaisait à tout le monde. Donc, ça comment le fait rire maintenant. Comment ça? En tout cas, pour nous, c'était le gendre idéal. Et nous, en bons rebelles qu'on était, mais comment ça, le gendre idéal? Nous, on va se le faire. Ça n'a pas marché. Non, pas vraiment. Il faut comment tu vivais ça à l'époque? D'être justement, comme disait, l'homme à abattre. Je me rappelle, il y avait même une rime de Fab plus tard qui disait « Ils m'ont greffé le cerveau de Solar, mais trop intelligent, j'ai disjoncté. » Fab, que on adore je l'aime. Oui, on l'aime, Fab. Je sais pas, moi je regardais vraiment... allez, tu sais, il faut un numéro 10, il faut un arrière droit, un ailier, quelqu'un... Pour moi, alors là, il y avait tellement peu de choses en français que dans notre espèce de groupe, on aimait tout. Hein, on aimait tout. On pouvait sauter d'un morceau où on faisait quelque chose... Bon, moi j'aimais tout, quoi. C'est-à-dire... tous les gens que j'ai pu voir au Globo, au Bobino, le mouvement... Mais à l'époque, tout le monde se croisait en plus. Je sais pas, moi j'aimais tout. Mais moi, j'ai pas souvenir de l'avoir croisé, lui, directement. Sauf une fois qu'il était connu. Et ce qui m'avait beaucoup interpellé, c'est que j'entends parler de lui, puisque à ce moment-là, j'étais à New York, et j'entends ah, il y a un mec, tu sais, bouge de là. Et donc, j'entendais parler d'un morceau que j'avais jamais écouté. Et la première fois où je l'écoute, le morceau, je me rends compte, je me dis, mais en fait, je le connais, ce morceau. C'est Me and the Bees. C'est... Et j'entends un morceau américain. J'entends pas... et en clair, il y avait une utilisation d'un sample de Simon Day que nous, on entendait depuis un certain laps de temps aux États-Unis. Et je me dis, ah tiens, un Français a fait un morceau avec le même sample et ainsi de suite. Donc je me disais, ah mais non, mais pour moi, ça, c'est pas MC Solar, ça. Et donc voilà, il y avait vraiment ce côté-là où, de toutes les manières, tout était bon pour faire preuve de mauvaise foi et juste dire... Mais c'est ce que disait Claude, c'est que vous, votre génération, elle était quand même mauvais délire, en vrai. Il y avait un truc... quand on lit, par exemple, ce livre, on se rend compte de tous les rendez-vous manqués, toutes les choses comme ça, on se demande à quoi c'est dû, en fait. Pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas eu, comme peut le faire aujourd'hui la nouvelle génération, un truc d'émulation où ça se porte? On a l'impression que la nouvelle génération, même si c'est pas tout rose, ils sont un peu plus en paix entre eux. Ah ben, moi, je dis clairement, de ce que je les vois faire, ou quand je vois les gens reprendre les morceaux, leurs morceaux et ainsi de suite, et la manière qu'ils ont de bouger, quand je vois la foule, ils sont vraiment tous ensemble. Nous, la perception que j'en ai, c'était plutôt qu'on se regardait tous en chien de faïence et que c'était plus le fait de comment sortir du lot.
Et pour sortir du lot, effectivement, tout était bon, quoi. Et tu brises la glace dans ce livre, tu parles de ta sensibilité, de moments où tu as connu des passages à vide, notamment à la fin du groupe Assassin, quand tu es parti, et du fait que justement, tu avais le cul entre d'un côté NTM, de l'autre Assassin, tu n'arrivais pas à trouver ta place, et tu parles assez franchement d'une dépression très tôt. Alors, très clairement, pour moi, c'était un moment de dépression profonde. Et comme je le décris là, ce que je décris autour de, je dirais, de groupuscules ou de mouvements de masse, c'est quelque chose qui était encore plus ancré au niveau personnel. Moi, j'étais un peu celui qui avait collé notre clan, puisque Didier, au début, Joe Star, c'était mon pote qui habitait chez moi. À qui j'ai présenté mes autres amis, et ainsi de suite. Tout ça, ce sont des histoires de clans, de familles recomposées, où on s'agrège, on s'agglomère les uns aux autres, et ainsi de suite. Et à partir du moment où ça se passe pas spécialement bien, d'un coup, je me rends compte que je deviens vraiment solo. Parce qu'en fait, c'est toi qui as présenté tout le monde, et quand tout le monde a marché, tu t'es senti sur le bord de la route. Pire que ça, c'était beaucoup plus mon ressenti, c'était que j'avais apporté mon soutien et aidé les uns et les autres à se développer, et qu'au moment où moi j'aurais eu besoin de soutien, ou justement peut-être il aurait été de bonne aloi, je vais pas dire de faire une redistribution d'énergie et ainsi de suite, à ce moment-là, les gens n'avaient plus le temps. C'était chacun pour sa gueule, et là, c'est maintenant, et ici, maintenant, et tout de suite. Est-ce que la dépression, c'était un mot qu'on pouvait prononcer à l'époque dans la culture hip-hop ? Même pas en rêve. Même pas en rêve. Et c'est pour ça que ce livre, pour moi, c'est une manière de tomber le masque, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient me connaître, ou qui pensent me connaître, mais qui, en fait, n'ont aucune idée de comment j'ai traversé et comment j'ai fait les choses. Et l'énergie qui a dû être la mienne pour amener... je dirais certaines personnes, mais plutôt qui nous a permis à tous d'aboutir certaines choses. Tu abordes aussi des sujets très compliqués qui n'ont jamais été abordés dans cette culture. Tu brises un tabou. Tu parles d'un moment chez Afrika Bambaataa, un des fondateurs du mouvement hip-hop. Tu dis avoir été témoin d'une agression sexuelle sur un garçon mineur, puis en avoir été victime. La vie... je me retrouve confronté à quelque chose qui, au bout d'un moment, nous ramène, nous qui nous pensions un peu être des surhommes dans la manière de nous développer et d'aborder la vie, à quelque chose de super humain, auquel, malheureusement, moi, j'étais pas préparé, qui est la prédation. Et être confronté à un prédateur, surtout à quelqu'un qu'on admire, c'est ce qu'il y a de plus dur, parce que déjà, on admire cette personne, et la première chose à laquelle on est confronté, souvent, c'est la sidération. De quelqu'un qu'on admire, et se rendre compte, se dire que, en fait, il y a des fêlures chez cette personne-là qui l'amènent à avoir des comportements qui sont totalement inadéquats, ça, c'est pas gagné. T'avais quel âge ? 16 et demi, 17, dans ces eaux-là, c'est entre 16 et 17, mais 17, je dirais. La scène est assez folle, tu dis qu'il était en train de regarder un film porno, et qui te convoque. Ouais. Ça aussi, c'est un truc auquel on n'est pas prêt. Et surtout, ce que je me rends compte, c'est quand je parle de sidération, c'est qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une forme de déni de l'instant, de ce qui est en train de se passer là, sur l'instant, le fait que quelqu'un m'appelle, me dire « ouais, viens ». Et je sais pas trop à quoi m'attendre, et quand effectivement je me retrouve devant le porno, je suis là, je suis tellement sidéré que je bouge plus, quoi. T'as mis combien de temps à pouvoir en parler ? Plus de 40 ans. Plus de 40 ans. Et surtout, j'ai eu besoin de développement personnel et d'être, je dirais, accompagné, ne serait-ce que déjà pour reconnaître que j'étais victime. Parce que ça a été... c'est ça qui a été le plus dur. Pourquoi tu pensais que c'était de ta faute ?
Il y a quelque chose qui est de cet ordre-là, dans le fait de ne pas avoir la bonne réaction au bon moment. Pour moi, j'aurais dû ou je devrais, face à certaines situations, agir ou réagir de telle manière. Et il m'a fallu du temps avant de comprendre qu'il y a des mécanismes qui se mettent en place qui font qu'il y a des moments où on est incapable de la bonne réaction. On a une réaction, quelle qu'elle soit, mais la bonne réaction, ça, c'est quelque chose avec lequel il faut vivre après. Est-ce que depuis que le livre est sorti, des gens de la culture t'en ont parlé? Peu. Mais parce que je pense que la parole s'est libérée quand même depuis quelques années et que il n'y a rien de méga exceptionnel, en fait, dans ce qui m'est arrivé et comment ça s'est passé. Et que donc, il y a pas mal de gens qui peuvent se reconnaître là-dedans. Moi, c'est plutôt ça que je perçois. Beaucoup de compassion et de... Oui. Qu'est-ce qui t'a aidé? Aidé? Je sais pas si vraiment il y a quelque chose qui m'a aidé, pour être honnête. J'estime que je m'en suis sorti. Mais... et que je m'en suis sorti parce que je suis un battant et que, au bout d'un moment, je peux pas me morfondre dans quelque chose et surtout, je vais pas donner du pouvoir à quelqu'un d'autre. Quand on voyait, même dans tous les documentaires qu'il y a sur la culture hip-hop, Afrika Bambaataa célébré, qu'on raconte cette légende de quelqu'un qui aurait arrêté la guerre des gangs en disant « Peace, Unity, Love, Having Fun », et qu'on a vécu ça, et qu'on n'arrive pas à le dire pendant des années. Il y a quelque chose qui est paradoxal, c'est que ça pose beaucoup de questions. Le chantre du pacifisme et ainsi de suite, qui serait en fait lui-même le vecteur d'une violence. Déjà, c'est paradoxal. Et ensuite, après, en moi, pendant très longtemps, c'est en fait, est-ce que ça cache quelque chose? Et ce quelque chose que ça cacherait, est-ce que c'est le fait que c'est le meilleur outil possible pour avoir, je dirais, un renouvellement de victimes inextinguible ou... Enfin, je pense que tu comprends ce que je veux dire par là. Ou est-ce que c'est effectivement quelqu'un qui est victime lui-même de quelque chose et qui, effectivement, lui, ne sait pas s'en sortir? Je vois, Claude, que je te vois en état de sidération de ce que tu entends. Oui, parce qu'il y a quelques années, il devait venir en France. Il y a eu... on l'a empêché de venir à cause de ça, mais j'étais pas... J'avais quelqu'un au téléphone qui avait fait une espèce de pétition pour pas qu'il arrive en France. Et ça a été effectivement le cas. J'avais pas les tenants et aboutissements, mais il n'avait pas pu venir. Il faut absolument lire ce livre, ça s'appelle « Note mon nom sur ta liste » parce que je pense qu'aucun rappeur n'a jamais écrit comme ça sur lui, aussi sincèrement, d'avouer à ce point-là, même... évidemment, il y a la grande aventure de Solo à travers le hip-hop, mais il y a également les failles, notamment quand tu parles des femmes. Tu parles d'une relation amoureuse qui t'a marqué avec une certaine Gigi, une que tu appelles Cruella. Tu dis avoir parfois levé les mains sur elle. Mais dans l'apprentissage de la gestion de la vie de tous les jours et ce à quoi on peut être confronté, il y a eu beaucoup de moments où, en fait, moi, j'ai juste été dans la réaction. Et malheureusement, pas les bonnes. Et quand je dis pas les bonnes, c'est que à apprendre, je dirais, la quasi-totalité de la manière de se confronter au reste du monde, ben moi, je l'ai beaucoup fait en solo. Et malheureusement, quand je suis seul avec moi-même, je suis pas dans la meilleure compagnie, ou du moins, je n'ai pas été en la meilleure compagnie qui soit pendant très longtemps. Et que ça aussi, il faut reconnaître que les failles éducationnelles ou comportementales qui sont les miennes m'ont amené à avoir des comportements qui sont totalement déplacés. Mais ce qui serait malheureux, c'est si j'avais pas été en mesure de pouvoir le reconnaître et de le reconnaître de la manière la plus simple qui soit.
Il y a des moments où je me suis comporté comme un connard. Bon, eh ben, faut juste dire, bon, à ce moment-là, j'ai été un connard. Mais ça s'arrête à ce moment-là. C'est par contre, si je suis dans la répétition et que je perpétue ce genre de choses-là, que ça devient quelque chose de vraiment problématique. Ce qui frappe avec le livre, c'est un livre pour qui dit merci, qui dit pardon, mais qui est également dans l'humilité, alors que on avait tous l'image de Solo full ego trip. Qu'est-ce qui a changé en 40 ans? Toutes ces expériences, la vie en général, et au bout d'un moment, juste de reconnaître que je suis fatigué et que ça sert à rien de jouer un rôle. Et que tomber les masques, c'est juste de reconnaître, je capitule. Là, j'en peux plus. J'ai essayé, j'ai porté le masque du mec super fort, du mec ceci, du mec cela, et les résultats n'étaient pas si probants que ça. La preuve, hein, je me suis souvent pris les pieds dans le tapis. Et puis, c'est comme tout le monde, on a le droit à recommencer. Et surtout, on peut juste reconnaître qu'on s'est planté, quoi. J'ai un petit kiff pour Solo. Une scène de film qu'il adore, c'est dans le film Flashdance. Morceau samplé dans le morceau Note mon nom sur ta liste. C'était quoi Flashdance pour toi? Un des moments fondateurs du début, puisque c'est une des premières fois où je vois du breakdance, de l'électric boogie et ainsi de suite. Et surtout, c'est la première fois où je vois Mr. Freeze. Voilà, c'est un personnage mythique pour moi. Ce livre, je vous le dis, il s'appelle Note mon nom sur ta liste. C'est le livre le plus important qu'on ait dans cette culture. Il faut absolument le lire. C'était quoi la motivation première, Solo, en vrai? Ce livre? Ouais. Mais pour être honnête, vu que tout le monde y va de sa version de notre histoire et je me suis dit que plutôt que de me plaindre de ce que les autres avaient à raconter de moi ou me dépeignaient, que j'avais rien de mieux à faire que moi de donner ma version de mon histoire. Et comme il y avait beaucoup de parties qui étaient des parties, je pense, dans l'ombre, de mettre ces parties d'ombre en lumière. Tu dis toutefois, il y a une sacrée différence entre enjoliver des faits, mitonner carrément, comme s'inventer une présence à des moments ou en des lieux marquants. Cette manière qu'ont certains de se rendre plus important que l'histoire elle-même, opportuniste, mauvaise foi et hagiographie en tête, porte ouverte aux acteurs de seconde, voire de quatrième ou de cinquième zone, mais aussi parfois de premier plan, de s'inventer des réalités d'époque. Il y en a qui vont se reconnaître. Je pense. C'est une manière de remettre les choses au niveau où je pense elles devaient être posées. Et comme je l'ai dit, c'est un petit peu des histoires de clans. Et dans ces histoires de clans, on était prêt à tout pour exister pendant pas mal de temps. Et je dirais qu'entre 1986 et 1988, c'était vraiment la guerre à qui va tirer son épingle du jeu. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui, maintenant, avec le recul, si on les écoute, étaient les personnages incontournables, Bon, c'est leur manière de voir la chose, mais je pense que on a tous été super importants. Et il n'y a pas besoin d'écraser les autres ou d'inventer des histoires pour exister. Et moi, je trouve ça un petit peu dommage de voir comment y a la manière que peuvent avoir certains de tirer la couverture à eux ramène à quelque chose qui, pour moi, sont de l'ordre d'une forme de bassesse à laquelle il n'y a pas besoin, parce que notre histoire commune est tellement riche qu'il n'y a pas besoin d'essayer de s'inventer des trucs. Chaque truc était incroyable. En tout cas, moi, je suis fier de t'avoir croisé quand j'étais très, très jeune. Mais moi, je suis fier de t'avoir rencontré
aussi jeune et de voir ce que tu es devenu. Parce que quand on voit Mouloud aujourd'hui, c'est nous qui sommes fiers de te voir faire les choses de la manière dont tu les fais. On regarde un extrait de La Haine avec Solo. Tu sais même pas quoi dire, c'est pas possible. À part ça. À chaque fois, voilà, on arrive sur notre malheur, sa mère. Jamais nous laisser rentrer, quoi. Eh, ça fait 10 ans qu'on traîne avec son frère. Ça fait 10 ans, mon gars, il nous trichard encore. Eh, mais je... Eh, moi, ça me rend dingue, ça. Eh, qu'est-ce que tu fais avec ton grenaille? Oh. Eh, qu'est-ce que tu fais, Renoir? Arrête de jouer les cobayes, papy. Oh. Arrête. Alors, fils de pute, je t'avais pas dit que j'allais revenir, hein? Ah, tu m'es flampé, hein, putain! T'as pas de cul. Je vous chie dessus, je t'encule, toi et ta boîte de cul. Enculé de ta mère, sale Renoir. Quelle violence. Quelle violence. Solar, un dernier mot? Encore plus iconique, cet homme. Hein. Merci Mouloud.